Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue à notre tribune d'échange et d'entretien. Alors, nous recevons aujourd'hui un homme politique, non de moindre, qui représente un parti politique nouvellement né en Côte d'Ivoire. Il s'agit bien du RSI pour discuter, n'est-ce pas, de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Vous êtes sans savoir que nous sommes en 2024 et bientôt 2025 est une année électorale. Alors, la scène politique en Côte d'Ivoire est en mouvement plus que jamais parce que les enjeux électoraux pour les échéances de 2025 sont colossaux. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du RSI. Il s'agit du Rassemblement des souverainistes de Côte d'Ivoire. Nous recevons ce jour son président, Goun Sosten Armand. Bienvenue, Monsieur Goun Sosten. Merci bien de nous recevoir, Monsieur Hassan. Nous parlons donc d'actualité politique, Oui. alors que vous êtes président des partis. On ne va pas parler de l'actualité politique en Côte d'Ivoire sans commencer par la vôtre. D'accord. Alors, quelle est l'actualité politique au RSI? Bien, merci de nous donner la parole. Merci de nous recevoir sur vos antennes. Il faut dire que le Rassemblement des souverainistes de Côte d'Ivoire se porte bien et il fait son petit bonhomme de chemin. Et nous sommes à pied d'œuvre actuellement à l'effet d'organiser notre première entrée politique. D'accord. Alors, le parti est récent. Oui, Voilà, on sait que vous êtes en pleine implantation c'est ça. sur l'ensemble du territoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le compte rendu jusqu'à ce jour? Oui, actuellement, le Rassemblement des souverainistes de Côte d'Ivoire a déjà 16 régions sur 31 que compte notre pays et c'est déjà à féliciter parce qu'il faut dire que les équipes se sont vraiment mobilisées. Je vais même pas dire se sont vraiment mobilisées. Elles se mobilisent chaque jour à l'effet d'implanter. Mais vous savez, la question d'implantation d'un parti ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. C'est une activité continuelle parce qu'il y a certains grands partis même en Côte d'Ivoire ici qui n'ont même pas encore fini leur implantation. Nous espérons couvrir tout le territoire national, pourquoi pas, d'ici peu de temps. D'accord, merci Monsieur Goun Sosten. Je vous en prie. Alors, on vous connaît aussi pour vos prises de position Oui, sur les réseaux sociaux notamment. Oui. Et c'est pourquoi nous vous recevons aujourd'hui d'ailleurs. merci. Et nous allons parler de certains sujets. Oui, Nous allons faire le tour de l'actualité politique, mais on va cibler quelques points. il n'y a pas de Voilà. souci. Et la politique vit pour le peuple. La politique vit pour la population. La population. Et lorsque le peuple se sent pas bien, on ne peut pas dire que la politique va mieux. C'est que la politique est mal faite. Oui, Mais il y va de la lecture de chacun. oui, Et vous, à votre niveau, aujourd'hui, il y a un sujet qui est d'actualité depuis un certain moment. C'est bien entendu la question de la cherté de la vie. oui. Et on va pas en parler sans revenir quand même sur la sortie de notre Premier ministre Begré Mambé récemment, lorsqu'il répondait sur une question relative, sinon à une question relative à la cherté de la vie. Alors, il avait sorti cette phrase qui a été tassée d'une phrase philosophique et aujourd'hui qui a fait l'objet de plusieurs interprétations partout. Alors vous, en tant qu'homme politique avisé, quelle est votre analyse de cette sortie de notre Premier ministre? Il faut dire concrètement que les propos du Premier ministre Begré Mambé sont déplorables pour nous en tant que citoyens ivoiriens qui avons suivi ou qui suivons l'actualité politique depuis le temps des indépendances. C'est malheureux, excusez-moi, hein, qu'un Premier ministre vienne tenir de tels propos, surtout pour des gens qui ont été dans l'opposition, qui ont dénoncé beaucoup de choses, surtout la cherté de la vie en son temps, malgré que le pays était en pleine crise. Ils ont même dit, est-ce que la cherté de la vie était du fait de la guerre
Voilà, pour eux, le président d'alors n'avait pas pris certaines dispositions quant au bien-être du peuple ivoirien. Et aujourd'hui, que le pays n'est pas en crise parce que les membres de l'opposition que nous sommes avons fait profil bas, on n'a pas voulu s'inscrire dans une sorte de violence comme à leur époque. Et nous avons voulu laisser le champ libre au gouvernement de travailler, même s'il y a quelques dénonciations que nous faisons. Et venir tenir de tels propos, c'est insultant, c'est insulter le peuple ivoirien. Et nous déplorons vraiment cet acte et nous rappelons le Premier ministre alors et nous lui disons de vraiment se corriger, de demander pardon au peuple ivoirien. Est-ce que pour vous, cela voudrait dire que le gouvernement ivoirien n'a véritablement pas de solution? Ils n'ont pas de solution. Non, ils n'ont pas de solution parce que les solutions qu'ils voulaient proposer, leur programme de gouvernement en son temps, quand ils étaient dans l'opposition, se reposait sur des solutions concrètes. Mais là, quand un premier ministre vient nous faire sortir une phrase honteuse je vais dire, une fraction honteuse, polynomiale, je sais pas trop, on nous parle de joie, mais ça veut dire que le gouvernement a échoué dans sa politique sociale. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas deux phrases. Le gouvernement a échoué. Il faut qu'il le reconnaisse et ensemble, nous pouvons nous asseoir et trouver des solutions. Justement, voilà, parlant de solutions, vous qui êtes un parti de gauche, je ne me trompe pas, voilà, par rapport à la cherté de la vie. Est-ce que vous avez des propositions concrètes? Mais nous, il y a des propositions concrètes, même si certains ne veulent pas étaler tout de suite leur programme, parce qu'attendant 2025, le gouvernement, je pense que c'est lui qui est là. S'il veut des solutions, il peut nous approcher. Mais déjà, nous, en tant que Rassemblement des souverainistes, en tant que parti politique, ce que nous proposons, c'est d'abord de diminuer les taxes. Parce que les taxes, surtout l'impôt ou les taxes douanières, il y a l'importation qui est vraiment difficile. Il y a le prix du carburant, comme je le disais, comme je le dénonçais, qui a pris une certaine allure. Vous voyez, quand le carburant il augmente, monsieur, le chauffeur, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le transport. Le commerçant qui va emprunter son véhicule, il est obligé d'augmenter le transport. Donc, il y a toute cette politique-là qu'on peut mettre en place à l'effet d'assouplir les conditions de vie des populations ivoiriennes. Donc, pour vous, voici il y a bien quelques propositions qu'on peut faire. Des propositions, mais est-ce qu'il n'y a pas une question de volonté après? Le problème réel, c'est que le gouvernement qui est là ne veut pas travailler pour les populations. Le gouvernement en place, le gouvernement RDR, comme j'aime à l'appeler, ne veut pas travailler pour les populations. Vous le trouvez trop républicain? Il n'est même pas seulement républicain, il est plus oligarchiste que républicain. Parce que si c'était vraiment un gouvernement républicain, la République s'occupe de ses populations. Oui. Vous comprenez? Mais eux, ils ne s'occupent pas de leur population, ils s'occupent plutôt du patronat. Donc, d'accord, et on ne peut pas parler de ce sujet sans parler aussi du déguerpissement. oui. Et aujourd'hui, en soi, ce n'est pas le déguerpissement qui est le problème. Oui. Mais c'est la prise en charge de ces populations, justement. Quelle est votre analyse? Le déguerpissement lui-même est un problème. D'accord. Le déguerpissement, nous, en tant que souverainistes populaires, nous disons que le déguerpissement en lui-même est un problème. D'accord, et justifiez-vous? Parce que la méthode est mauvaise. D'accord. Quand nous disons que le déguerpissement, il est problème, ça dépend de la méthode. Sinon, on peut amener les gens, on peut faire comprendre les gens, on peut amener les gens à comprendre l'importance de quitter certains sites à risque. C'est un processus. Mais quand vous venez, vous déguerpissez les gens sans même les prévenir, pendant que des enfants sont couchés, ils dorment, des nouveaux-nés, et puis on vient, on casse les maisons, on met dehors, on les gaze. Vous voyez, le processus de déguerpissement, il est un problème. Et nous disons non à ce processus de déguerpissement. Si toutefois le gouvernement arrive à reloger
les riverains. Non, mais le gouvernement ne le fait pas, malheureusement. Le gouvernement ne le fait pas. Et au lieu Il y a d'aller... quand même des prises en charge des populations ont reçu, n'est-ce pas, des dédommagements et tout Monsieur, ça. c'est juste 250 000 francs. Qu'est-ce que 250 000 francs dans la vie de quelqu'un qui a tout perdu? Quelqu'un pour qui on a cassé les télévisions, on a cassé tous les meubles, on a jeté. Certains même ne retrouvent même plus leur diplôme. On va lui tenir une maudite somme de 250 000 francs. Mais il se reloge comment? Quand même, c'est Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire, on sait ce qui se passe. Donc nous disons que c'est juste pour montrer un visage humain derrière un visage diabolique. Alors justement, tous ces problèmes-là semblent, ou sinon sont susceptibles de trouver des solutions avec les échéances électorales à venir. Oui. Et nous voyons des agitations. Quand il y a des agitations, ce n'est pas, en tout cas dans un sens péjoratif. Il y a des agitations sur la scène politique ivoirienne actuellement, en vue de ces élections, bien entendu. Et nous allons revenir sur une déclaration le 17 juillet dernier. Vous savez que le RHDP a ouvert une tribune. Voilà, et cette tribune est en cours. Et le thème, c'est pourquoi le RHDP va gagner les élections en 2025. Déjà, quelle analyse faites-vous de ce thème avant même que je n'en vienne à la déclaration du porte-parole adjoint? Vous savez, quand tu vas en guerre et que tu es sûr de tes armes, tu ne fais pas de propagande. C'est ton adversaire qui a peur qui fait de la propagande. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Quand le RDR qui est au pouvoir, le RHDP, que dis-je, qui est au pouvoir, nous on le considère plus RDR que RHDP dans sa connotation actuelle. On vous voilà. le concède. Et ouvre une tribune pour faire comprendre qu'ils vont gagner les élections. D'abord, c'est archi faux. Parce que regardez la composition de l'opposition actuelle. C'est impossible qu'en 2025, si les élections se passent de manière honnête, de manière transparente, que le RHDP puisse s'en sortir. Vous comprenez? Et donc, c'est pour anticiper la tricherie électorale qu'ils sont en train de mettre. Le seul problème, le seul truc qu'ils avancent, c'est qu'ils ont un bilan à défendre. Ah oui. Mais ils n'ont pas de bilan. Alors le dire parce qu'ils ont des arguments solides. Ils n'ont pas d'arguments solides. Ils le disent à ceux qui ne connaissent pas la politique. Ou bien ils le disent à ceux qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les populations sont en griffe éblouies par les réalisations du pouvoir et ce sont des faits, c'est factuel. Monsieur, derrière le caractère reluisant de la Côte d'Ivoire se cache un peuple extrêmement pauvre. Est-ce que la population s'en rend compte? La population sait, mais c'est pourquoi on a tout fait pour la museler. La population est prête à dire non à ce pouvoir. C'est pourquoi on met tout en œuvre pour ne pas que le peuple se lève, le peuple se soulève, je dirais. Le gouvernement n'a pas de bilan, puisque quand ils venaient au pouvoir, ils ont dit que d'ici 5 ans, chaque Ivoirien aura un toit. Mais au lieu de ça, on a assisté à chaque Ivoirien sort de sa maison, à chaque Ivoirien dans la rue. On a cassé les maisons des gens. Le programme des logements sociaux auquel tous les Ivoiriens ont souscrit, aujourd'hui, qui peut nous parler de logement social? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait. Récemment, comme ils ont vu que les élections arrivent, donc il faut blaguer mais les gens ne peuvent plus tomber aussi bas que ça. Vous comprenez? Ils ont dit qu'ils vont construire beaucoup d'universités, mais il n'y a rien qui est construit. Chaque étudiant, non, mais quand on vous juge selon ce que vous avez dit, mais quand c'est pas respecté, nous on ne peut que dénoncer. Aujourd'hui, pour nous qui observons, oui, est-ce qu'il n'y a pas trop de centrisme, trop de suffisance, trop de prétention, oui, parce que ils sont sûrs de gagner et vous êtes sûrs qu'ils ne gagneront pas? Parce que nous sommes majoritaires.
D'accord. Les dernières élections, ils ont dit qu'ils ont gagné les Est-ce qu'il y a dernières des chiffres élections. pour le démontrer? Ils ont dit qu'ils ont gagné les dernières élections aux municipales, aux législatives, etc. Mais tout le monde sait, toute la Côte d'Ivoire sait comment est-ce que ça a été organisé. Vous comprenez, tout le monde sait la composition actuelle de la CEI qui a organisé ces dites élections. Donc, quand on regarde le processus actuel, on sait déjà comment est-ce qu'ils disent qu'ils vont gagner les élections. Donc, nous, on est réconforté dans notre position en tant qu'opposants, que nous sommes nombreux et donc c'est la masse normalement qui va l'emporter. Et les Ivoiriens se reconnaissent en notre programme. Avec la même CEI que vous trouvez problématique? Non, voici le problème. Et aujourd'hui, nous avons été le 22 juin à une conclave à l'effet de faire des propositions. Parce que cette CEI, on ne la veut pas. Elle a montré ses limites. Elle a montré ses limites dans les élections qui viennent de se dérouler. Donc, on ne peut pas continuer avec une telle machine. Merci. Et je vais arriver à la déclaration lors d'une journée de cette tribune. D'accord. Monsieur Touré Mamadou, Oui. là qui parlait en tant que porte-parole adjoint, et a déclaré que le PDCI, qui est un parti de l'opposition, Oui. est un parti tribaliste. Il a précisé, il y a un mot qu'il ne faut pas omettre, il a dit le PDCI actuel est un parti tribaliste, Oui. avec des arguments à l'appui. Parce que récemment, avant de partir de la région de la Nawa, le président du PDCI s'y serait rendu, n'est-ce pas, au pied des chefs traditionnels baoulés pour prendre des bénédictions, pour demander la route. Est-ce que vous pensez que cet acte, avant même de juger les propos de Mamadou Touré, pensez-vous que cet acte du président du PDCI a un fondement démocratique? Mais quoi de plus normal? Avant d'être président du PDCI, c'est un être humain. Avant d'être président du PDCI, c'est un fils qui va en mission. Un fils qui va à une mission, nous sommes africains. Et la logique aurait voulu que le fils vienne demander la bénédiction de ses pères. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais ça aura pu se faire discrètement parce que là, il parle avec quelle casquette? Il n'est pas le seul à le faire. Même le président Alassane Ouattara, il l'a fait en son temps. Il a demandé la bénédiction des chefs du Grand Nord. Ça s'est fait, ça a été médiatisé. Personne n'a crié gare. Tous les chefs traditionnels du Grand Nord se sont mobilisés à l'effet de lui faire des bénédictions. C'est là, nous sommes en 2024, nous ne sommes plus en 1945 où peut-être que rien ne se savait. Aujourd'hui, tout se sait, tout est là, les preuves sont là. Et je vous disais tantôt que moi, ça ne m'étonne pas. Moi, quand j'ai écouté le discours de monsieur le ministre Amadou Touré Mamadou, autant pour moi, ministre de la Jeunesse, okay. J'ai dit que mais c'est la politique elle-même du RDS. Ça a toujours été comme ça. Il faut jouer sur les sensibilités régionales ou ethniques, raciales, je dirais. C'est pas bon. C'est déplorable. C'est ridicule. C'est ridicule qu'un ministre, même quoi qu'il soit porte-parole de son parti, ministre de la Jeunesse, se tiennent à une tribune et profèrent de tels propos. C'est ignoble. C'est pas bon pour la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est pas bon pour le vivre ensemble. Et comme le RDN n'a pas honte et qu'il a toujours joué sur la sensibilité des populations. Nous parlons du RHDP. Comme le RHDP. Je dis le RDN parce que le RHDP, c'est une composition, c'est une composante. En son sein, il y a une fraction du PDCI, une fraction du RDR et consort du PIT et consort du MFA. Vous comprenez? Et ceux qui ont pris la parole ou ceux qui prennent la parole généralement sont les gens du RDR. Ils ont une seule politique qui est de diviser pour mieux régner. Et comment est-ce qu'ils divisent? C'est eux qui ont envoyé, qui ont
coller cette étiquette à la Côte d'Ivoire de xénophobe, de pays des xénophobes. On s'en souvient très bien. RFI en a fait la propagande. Donc, nous, ça ne nous étonne pas, mais nous déplorons, c'est des paroles que nous déplorons, parce que le peuple ivoirien n'a plus envie d'entendre ce genre de choses. Quand ils ont échoué, qu'ils reconnaissent qu'ils ont échoué, et oui, ils ont échoué lamentablement, parce qu'ils n'ont même pas été capables de réunir les Ivoiriens. Parce que quand un ministre d'un gouvernement s'arrête pour tenir des propos tribalistes, ça veut dire que jamais dans leur programme de gouvernement, ils ont voulu unir les Ivoiriens. La réconciliation nationale a été un échec dans ce pays. Donc, quand ils pensent qu'ils ont échoué, je pense qu'ils doivent libérer tranquillement le pouvoir. Et nous qui voulons travailler vraiment pour le peuple ivoirien, nous allons apporter nos solutions. Nous sommes en politique, vous l'aurez fait à leur place? Comment? Vous l'aurez fait à leur place? Libérer? Ah oui. Ah, mais si le peuple me demande de libérer, peut-être il y a certaines conditions, mais eux, nous leur demandons de libérer. Nous, à leur place, nous n'allons pas échouer. Nous, si nous, on vient au pouvoir, nous n'allons pas échouer parce que nos politiques, nos solutions politiques sont concrètes. Voilà, nous n'allons pas tenir de tels propos pour pouvoir libérer le pouvoir. En même temps, vous, l'opposition, il y a le problème de la CEI. Oui. Vous pensez que la CEI encore comporte en tout cas des graines de division et tout ça? On va dire même de guerre. Vous pensez qu'il y a un souci à ce niveau? Vous pensez, tout à l'heure selon vos propos, oui, que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, mais vous êtes prêts à aller aux élections? Non, je disais tantôt que le 22 juin passé, nous avons eu une conclave et au sortir de cette rencontre, nous avons fait une proposition pour qu'il y ait des élections présidentielles apaisées. L'une des conditions majeures est la réforme de la CEI. D'accord. Parce que on ne peut pas partir, nous le disons à qui veut l'entendre, c'est inacceptable, c'est impossible d'aller à des élections transparentes avec une telle composition. Une CEI qui réunit les partis politiques ou même le président de la République a pouvoir de décider. On ne peut pas partir, comment on appelle, à des élections avec une telle CEI. Donc, nous appelons à une réforme totale de la CEI. Et il y a des propositions qui sont faites. Nous avons déjà envoyé le courrier au président de la République. D'accord. Nous sommes à un an quand même. Oui. On parle d'octobre 2025. Oui. Et la question de la réconciliation. Mais la question de la réconciliation, c'est un autre processus. Vous savez que c'est pas un petit processus. Et je pense que les élections à venir vont définir le processus de réconciliation. C'est pourquoi nous appelons le peuple ivoirien à se ranger derrière l'opposition que nous sommes, parce que c'est nous qui souhaitons vraiment la réconciliation du peuple ivoirien. Vous comprenez? Ça fait 15 ans que le RHDP est au pouvoir et jusqu'à présent, il n'y a aucune réconciliation. Donc, le peuple doit voir derrière qui s'aligner si on veut vraiment être réconcilié. Ok, Monsieur Gunn-Sosten, est-ce que lorsque vous regardez le paysage avec la résurgence, je veux pas du paysage politique, de certaines notions, est-ce que vous êtes rassuré que nous allons partir à des élections apaisées? Parce que la notion d'ivoirité refait surface. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir, il n'y a pas longtemps avec Tidiane Thiam. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'avec ces notions qui refont surface, mais vous avez déjà, nous allons avoir droit à des élections vous avez déjà répondu à la préoccupation parce que je vous aurais anticipé, pour ne pas dire que j'aurais anticipé, il y a la question de la CEI que nous dénonçons. Il y a les propos tribalistes que nous dénonçons. Il y a beaucoup de choses. Il y a cette guerre entre le pouvoir et la population que nous dénonçons. Il y a une sorte d'instabilité politique. Vous comprenez? Et donc, c'est pas rassurant. Les prochaines échéances électorales ne sont vraiment pas rassurantes. C'est pourquoi nous appelons à l'apaisement
Et c'est pourquoi nous demandons nous apportons des solutions concrètes pour que le climat soit apaisé. Sinon, on ne peut pas partir en 2025 dans un tel climat. Vous savez déjà ce que ça nous a apporté même en Yes, c'est 2020. pourquoi j'allais parler de rattrapage politique en quelque sorte, parce que hier, ceux qui sont accusés, ceux qui accusent aujourd'hui, Oui, étaient ceux qui faisaient la promotion de l'ivoirité hier. oui. Mais l'ivoirité s'est fait dans quel concept? L'ivoirité a été utilisée à des fins politiques. Le président Henri Konan Bédié a dit consommons ivoirien. Oui. Voici d'où est parti, s'il vous plaît, le concept ivoiritaire. Oui, mais après, il y a eu des interprétations. Non, mais chacun a fait ses interprétations. Mais après, tout le monde s'est rendu compte que le président Henri Konan Bédié, je ne suis pas membre du PDCI, mais ça ne me donne pas aussi la mauvaise foi d'interpréter ce concept à des fins politiques. Oui, parce qu'on est arrivé quand même à un fait institutionnel où un candidat en son temps avait été écarté de la course. Oui, mais est-ce que ça fait ça? Est-ce qu'il a été écarté pour les raisons d'ivoirité? Il a été écarté pour quel motif? Pour des raisons d'ivoirité. Pour des raisons d'ivoirité, mais allons d'abord sur le cadre juridique. Allons sur le cadre juridique. Quand les investigations ont été menées, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était faux? Ça, là, on fait une ouverture politique, mais il faut dire que nous condamnons aussi certaines choses. C'est pas que parce que nous sommes ensemble dans l'opposition que nous allons accepter toutes choses. Vous comprenez? C'est pourquoi nous, qui pensons vraiment au bien-être du peuple, nous demandons à tous les partis politiques ou à tous les leaders de partis politiques de faire profil bas à un moment donné, parce que c'est tout ça aussi qui a conduit la Côte d'Ivoire dans cette sorte d'instabilité. Vous comprenez, monsieur? Et l'impression que nous avons, c'est que les partis politiques, les grands leaders, quand je dis les grands leaders, parmi les partis politiques, le PDCI, le RAGP aujourd'hui, mais anciennement RDN, nous savons tous ça, le FPI, même si aujourd'hui on parle de PPACI et FPI de l'autre côté, est-ce que ces partis-là tirent véritablement des leçons? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui étaient les victimes hier, qui ont dénoncé, récupèrent le concept aujourd'hui. Alors nous, rien ne nous garantit que demain encore, ceux qui condamnent l'acte aujourd'hui ne vont pas récupérer cela demain quand ça les arrange politiquement. C'est pourquoi donc, le peuple est dupé. C'est pourquoi le Rassemblement des souverainistes de Côte d'Ivoire est venu être la solution sur la scène politique. Effectivement, c'est pourquoi nous sommes là. Parce que si tout allait bien, nous n'aurions pas existé. Vous comprenez? Nous n'allions pas exister dans cette sphère politique. Mais nous sommes là pour appeler tout le monde à faire profil bas, comme je le disais, et à penser à l'intérêt du peuple ivoirien plutôt qu'à l'intérêt des partis politiques. Nous l'espérons bien, parce que la politique aussi, c'est souvent l'art de dire et de se dédire. Oui, effectivement, c'est l'art de dire et de se dédire, mais arrivé à un certain moment, on ne va pas mélanger aussi toutes les graines dans le sac. On va attendre quand nous allons arriver au pouvoir par la grâce de Dieu. Vous verrez notre programme et on va nous juger selon notre programme. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de l'opposition. Oui. L'opposition, aujourd'hui, moi, je pense que lorsqu'on veut faire une lutte, oui, on doit faire un bloc. C'est-à-dire, certes, l'opposition, c'est plusieurs partis. C'est ça. Mais aujourd'hui, on peut dire que l'opposition ivoirienne a un leader. Et là, pour en arriver là, je vais venir à l'appel. On a dénommé l'appel de Beaunois. Je crois que c'était le 14 juillet dernier. Et le président, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo lançait un appel à l'union de tous les partis politiques pour pouvoir faire bloc. Et c'est ça, quand on peut se dire, ces partis ne doivent pas être au pouvoir pour faire face au gouvernement actuel. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, quelle est votre analyse de cet appel? Mais nous saluons cet appel. C'est un appel lancé par un patriarche de la politique ivoirienne. Il faut le respecter en tant que leader.
Parce que si nous existons, nous, Rassemblement des souverainistes de Côte d'Ivoire, si nous existons aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a mené une lutte au péril de sa vie depuis les années 80 jusqu'à aboutir en 90 à la conclusion de sa lutte. Et nous lui disons merci au président Laurent Gbagbo pour cet appel, mais nous voulons, comme lui-même il a si bien signifié, un cadre franc. Parce qu'il ne faut pas ruser. Nous, au Rassemblement des souverainistes, nous disons que les choses doivent être faites vraiment pour le peuple ivoirien. Alors, c'est le lieu pour nous d'appeler aussi tout le monde à rejoindre cet appel, à laisser les rancœurs de côté et à regarder l'intérêt général. Parce que si nous sommes dans l'opposition, c'est parce que le peuple souffre. Regardez, vous allez faire le tour de tous les partis politiques, de tous les leaders, vous allez leur demander leur engagement sur la scène politique, ils vous diront c'est parce que le peuple souffre. Alors si nous avons une ambition commune, il nous reviendra alors de mettre ensemble nos forces pour pouvoir dégager le pouvoir RHDP et trouver des solutions concrètes pour le bien-être du peuple ivoirien. Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez cette opposition assez organisée pour pouvoir y arriver? Parce que supposons que demain, vous y allez au départ, c'est chacun y va pour soi. C'est ça. Mais après, s'il y a un des partis qui se retrouve, par exemple, à un second tour face au pouvoir actuel, est-ce que véritablement vous allez faire corps? Parce que moi, je ne vois pas, c'est mon analyse peut-être à moi, mais je ne vois pas de leader véritable à cette opposition-là actuellement. Voilà, c'est vrai que le PDCI, à travers son porte-parole Bredoumi, a dit qu'ils sont ouverts à l'union des partis de l'opposition, mais ils se concentrent sur eux d'abord. Est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement un leader? Nous appelons tous les partis politiques de l'opposition à s'unir. Voici l'interprétation que nous voulons faire. Et quand nous allons nous unir ensemble, nous allons décider de qui sera le leader. De toutes les manières, le temps n'est pas encore, le temps, même si 2025 n'est pas loin, mais le temps encore, on a tout le temps pour prendre un leader dans ce groupe. Pour le moment, voilà. Pas de leader naturel. Pour le moment, ce qui se présente, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est pourquoi je disais que laissons nos rancœurs de côté, mettons-nous ensemble. Et je pense que même en France, le NFP l'a fait. Donc, nous pouvons aussi arriver à trouver un leader pour l'opposition afin de faire front à ce pouvoir. Ok, nous le souhaitons pour vous. Et on parle d'élection. Nous n'avons pas parlé d'élection en Côte d'Ivoire sans parler des bases militaires étrangères, puisqu'ils ont eu un rôle à jouer. Ils ont une feuille de route et ils sont encore sur le sol ivoirien. Quelle est votre analyse depuis 2010? Parce que c'est là qu'ils sont véritablement entrés en scène dans la politique ivoirienne. Est-ce que vous pensez que leur présence est plus rassurante, sinon rassurante pour les Ivoiriens? Mais quand nous venons sur la scène politique en tant que souverainistes, nous venons défendre l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire. Et à cet effet, nous refusons cette sorte d'installation anarchique de bases étrangères, de bases militaires étrangères dans notre pays. Ce sont les accords de défense. Non, c'est vrai que c'est les accords de défense, mais ce n'est pas des accords qui sont pris en concertation avec le peuple. Faisons un référendum et vous verrez que le peuple va refuser à 100% ces bases. Donc, nous refusons l'installation des bases parce que nous pensons que ça ressort de la violation de notre intégrité ou même de notre souveraineté. Parce que ces bases qui viennent en Côte d'Ivoire, ils polluent l'atmosphère politique.
Vous comprenez? Voilà, ils nous espionnent. Et on n'est pas libre chez nous. Même quand ils commettent certaines exactions, ils ne sont pas réprimés. Et je pense que pour des gens qui ont échoué dans certains pays, mais nous, on les accueille. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré toutes leurs limites au Mali, au Burkina. Ils ont montré leurs limites au Niger. Vous ne pensez pas que pour nos dirigeants, c'est parce que justement, ils ont réussi ici qu'on les reçoit? Non, mais avant d'être ici, ils étaient ailleurs. Ils ont échoué là-bas. C'est en leur présence que les coups d'État se sont passés. C'est en leur présence que les terroristes frappaient les villages. Donc, quand ils viennent chez nous pour faire quoi? Je pense que nous devons mettre en avant notre armée. Nous devons trouver des moyens importants pour moderniser notre armée. Nous devons trouver des moyens importants à l'effet de former une armée vraiment républicaine. Parce que même cette armée qui est là, elle n'est pas républicaine, elle est plutôt partisane. Vous comprenez? Nous disons les choses telles qu'elles sont. Et quand nous allons arriver à ça, nous pouvons arriver à ça. C'est pas la peine de partir chercher des bras à gauche, à droite pour dire qu'on défend, on veut défendre un territoire. Mais des gens qui n'ont même pas ces accords-là, c'est pour l'intégrité territoriale. C'est pas pour l'intégrité territoriale, c'est pour se protéger eux-mêmes. Vous pensez? Oui, je le pense et je le dis concrètement, c'est pour se protéger eux-mêmes. Sinon, ils peuvent protéger quoi? Ils n'ont pas réussi à protéger le Mali. Ils n'ont pas réussi à protéger le Niger. L'armée américaine avait l'une des plus grandes bases ici en Afrique, au Niger, on le sait tous. Mais elle n'a même pas été capable de protéger les populations nigériennes. Donc, qu'est-ce qu'elle peut venir faire chez nous? C'est inacceptable. Est-ce que nous, en tant qu'Ivoiriens, malgré nos accords bilatéraux de défense, en matière de défense, est-ce que la Côte d'Ivoire peut partir s'installer aux États-Unis? Mais qu'on vienne me montrer un seul État qui a pu implanter une base aux États-Unis d'Amérique, qu'on vienne me montrer un seul État qui a pu implanter une base en France. Justement parce que l'armée américaine est assez puissante. Donc, l'armée américaine ne s'est pas levée comme ça pour être puissante. Elle a mis une stratégie politique en place. Mais même quand elle était faible, elle n'a pas accepté les autres armées sur son territoire. Moi, je pense que quand les gens le disent, nous sommes des intellectuels, on connaît l'histoire de l'Amérique, on connaît l'histoire de la France. Le général de Gaulle, il a refusé catégoriquement l'armée américaine sur son sol au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ne disons pas que ils ont mis un système politique de défense efficace qui leur a permis aujourd'hui d'être grands. Donc, nous, on peut y arriver. Et là, nous parlons de grandes puissances oui. qui ont quand même résolu les problèmes de base des populations. Oui. La vie sociale là-bas. Oui. Aujourd'hui encore, le problème du panier de la ménagère se pose encore en Côte d'Ivoire. Oui. Vous pensez qu'on peut se lancer dans une course à l'armement? Non, comme les grandes puissances? on ne dit pas de se lancer tout de suite dans une course à l'armement. Mais quand on a un programme politique, il est sur plusieurs volets. Il faut d'abord régler les problèmes urgents. Et puis après, selon la vision qu'on veut apporter à notre pays, on met les moyens à disposition. Mais c'est pas en partant appeler les bases américaines venir s'installer françaises. On n'a même pas encore fini de régler la question du 43e BIMA. Voici le ministre de la Défense qui vient nous dire qu'ils sont en train de trouver un processus quant à l'évacuation des populations de l'armée française. Vous comprenez? Mais on n'a même pas encore fini de régler ça et puis on vient nous parler de bases américaines, de bases allemandes. Nous disons non. Quoi qu'on nous dise, nous allons toujours apporter des preuves, des contradictions. C'est violer notre intégrité territoriale. Donc, vous pensez pour vous que ces armées doivent laisser libérer le sol africain? Ils doivent quitter le sol ivoirien et par ricochet le sol africain. Est-ce que les Africains parlent d'une même voix sur ce sujet, vu que
quand on prend la Corne de l'Afrique, par exemple, 4 pays seulement ont plus de 10 bases militaires et étrangères. Mais c'est pourquoi l'UA doit prendre ses responsabilités en tant qu'organisation continentale. Vous comprenez? L'UA doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il y a aussi ça. C'est parce qu'il n'y a pas de politique. Les politiques qui sont mises en évidence actuellement, c'est juste pour protéger les chefs d'État. C'est pas pour le rayonnement des pays ou même du continent. Rien n'est fait. Regardez comment est-ce que l'Europe se bat. L'Europe se bat aujourd'hui contre tous les autres continents pour pouvoir s'imposer. Mais nous, on est dans une sorte de subalternisme et puis voilà, on n'est pas d'accord avec tout ça. Mais pour être plus réaliste, Oui, je comprends bien votre démarche. Mais regardons un peu aujourd'hui, il n'y a pas de pays qui parlent plus de ce sujet que les pays de l'AES. oui, Je veux parler du Mali, je veux parler de la Guinée, oui, ces pays ou du Burkina Faso, oui. qui ont tout fait pour que les bases militaires étrangères quittent leur sol. Oui. On voit que en même temps, ils font la cour à d'autres puissances Oui. militaires. Ils ont une démarche. Ils disent que ceux qui étaient là ne leur permettaient pas de pouvoir lutter concrètement contre le terrorisme dans leur pays. D'accord? Parce qu'ils disent, il faut souvent aussi prendre en compte les problèmes, les propositions des autres, où il faut vraiment les écouter. D'accord? Le Mali, le Burkina, le Niger, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que quand ils sont attaqués, ils doivent bien évidemment répondre. Mais comme ils ont des contrats avec l'État français en matière de défense, et donc tout doit passer par l'État français, quand ils font des commandes d'armes pour pouvoir défendre leur territoire, l'armée française leur refuse ça. Ça veut dire que l'armée française bloque les armes. Voici ce qu'ils mettent en évidence. Et donc, quand c'est comme ça, ils voient leur population en train de mourir. On ne dit pas forcément que tout ce qui est en train d'être fait dans les pays dits AES est parfait. Rien n'est parfait. Nous sommes des humains. On s'améliore au fur et à mesure. Mais ils disent qu'aujourd'hui, ils signent des partenariats avec d'autres puissances qui leur permettent d'avoir des armes pour pouvoir se défendre. Eux, c'est leur priorité. Ils veulent se défendre d'abord. Quand ils ont acquis tout leur territoire, ils vont maintenant procéder à un autre développement. De toutes les manières, je ne suis pas porte-parole d'un pays de l'AES pour pouvoir les défendre, mais c'est mon analyse que je fais. D'accord. Merci bien, Monsieur Goun Sosten, Je vous en pour prie. vos analyses et puis pour vos arguments. Ils sont pertinents. Je vous en prie. Et là, maintenant, nous avons fait le tour de tous les sujets Oui, et nous partons aux élections bientôt. d'accord. Vous avez encore les pieds dans l'implantation ou Oui. alors vous avez des ambitions pour les élections à venir, d'autant plus qu'il y a la législative. Oui. Oui, nous sommes en train de préparer activement les législatives, D'accord? les élections pour les élections présidentielles en tant que parti politique de l'opposition. Nous disions tantôt que nous allons voir comment soutenir un leader pour mettre notre projet en avant. Vous les comprenez? présidentielles. Oui, ça c'est pour les présidentielles. Mais pour les législatives, nous sommes candidats. Il y a quelques camarades du parti qui seront candidats dans leurs différentes localités. Est-ce que vous croyez en vos chances en tant que parti naissant? Nous avons toutes les chances. Nous avons toutes les chances. Regardez, les équipes du RSI sont constituées de jeunes intellectuels. Je me suis arrangé à mettre autour de moi des jeunes. Quand je dis des jeunes, c'est des jeunes d'une vingtaine d'années qui ne dépassent même pas 30 ans. Mais c'est des jeunes, c'est des intellectuels, c'est des gens qui sont efficaces en matière de politique, en matière de stratégie.
Nous avons des compétences au RSI. Ce que nous attendons, vous savez que l'adage dit que nous sommes pressés, donc allons doucement. Voilà. Mais si jusqu'aux élections législatives, nous allons étaler notre programme. D'accord. Bien, justement, vous avez parlé des populations. Oui. Alors, je vous laisse le temps de vous adresser à ces populations, tout justement par rapport aux législatives. Merci. Si vous demandez de vendre votre parti en 1 minute. Merci bien à tous les Ivoiriens, à tous nos camarades souverainistes. Nous sommes un jeune parti, donc le Rassemblement des souverainistes de Côte d'Ivoire. Vous savez ce que c'est que la souveraineté. Nous venons vous défendre, vous le peuple. Et pour les législatives, même si ce n'est pas encore arrivé et comme notre camarade nous le demande, vous savez qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne vous représente pas. Les députés à l'Assemblée nationale ne vous représentent vraiment pas. Il vous reviendra de faire un choix ou des choix concrets. Nous sommes disposés à répondre à toutes vos préoccupations et à porter votre voix au Parlement ivoirien. Mais en même temps, sachez que le Rassemblement des souverainistes de Côte d'Ivoire que nous sommes, venons pour proposer une république à tous les Ivoiriens, à tous nos frères. Quand je dis une république, ça veut dire que celle dans laquelle nous existons aujourd'hui, nous la considérons comme une préfecture ou une sous-préfecture, pas une république en tant que telle. Faites-nous confiance, approchez-nous. Bientôt, vous allez savoir notre programme en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de justice, en matière de sécurité, et vous aurez vraiment le temps d'épouser notre idéologie. Sur ce, je vous remercie. Bien, merci, M. Goum Sorten. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous venez d'écouter Goum Sorten Armand, président du Rassemblement des souverainistes de Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses ont été dites sur le plateau. On a fait le tour de plusieurs questions d'actualité. Ceci dit, l'essentiel à retenir, c'est qu'il y a un leader de parti devant vous ce soir et qui vous a présenté son parti. La politique, c'est la gestion de la chose publique. Si vous vous écartez de la politique, elle vous fera de toute façon. Vous pouvez vous faire votre propre idée sur le sujet. Je vous sais très intelligent pour savoir lire entre les lignes. Bonne soirée. Merci beaucoup.